Alors, aujourd'hui, on va parler de voyage psychédélique, ce qui veut dire qu'on va parler un petit peu de produits psychotropes, c'est ce que je vais faire maintenant. Et puis, on va surtout beaucoup parler de voyage. Donc, on va parler possiblement de voyage mental, de voyage intérieur, d'introspection, de rêve, de rêverie, d'imagination, d'imaginaire, de méditation, de transe, d'hypnose. Tout un tas de termes qu'on va essayer de définir au fur et à mesure de la journée, qui renvoient tous à des états ou des pratiques différentes, mais qui ont tout en commun cette notion de temps en dehors du monde extérieur, en dehors du monde matériel. On passe globalement nos vies à courir après le temps, à courir après des objectifs de productivité surévalués, après des objectifs de croissance démesurés. Ça fatigue tout le monde, ça épuise, ça entraîne des frustrations, des burn-out et des dépressions. Donc, s'aménager des espaces en retrait du temps, des espaces en dehors des contraintes matérielles, ça peut faire beaucoup de bien. Et c'est principalement de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est comment structurer des expériences qui nous permettent de nous extraire des schémas trop figés du quotidien. Alors avant d'aller un petit peu plus en détail là-dedans, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vélo ? Il y a certainement plein de gens qui ne voient pas trop le rapport. Alors le Bicycle Day, c'est depuis un certain nombre d'années la célébration de la découverte des effets du LSD par Albert Hofmann, le 19 avril 1943, qui était un chimiste suisse qui travaillait pour Sandoz, qui travaille sur l'ergot de seigle, qui à un moment donné se retrouve à synthétiser une molécule qu'il nomme LSD-25. À un moment donné, il décide d'en tester ce qu'il imagine est une petite quantité pour lui, sur lui, en auto-expérimentation. Il en prend 250 microgrammes. Ce qui, on sait maintenant, est quand même une dose relativement conséquente. Voilà. Donc, commençant à se sentir un petit peu étrange, il décide de rentrer chez lui en vélo. Et c'est cette expérience très colorée qui nous raconte, notamment dans ce livre, LSD, mon enfant terrible. Ça a été paru beaucoup plus tard. Voilà. Suite à cette expérience hors du commun, il commence à avoir l'intuition que le LSD va pouvoir avoir des utilisations intéressantes en psychiatrie. Effectivement, gros succès en clinique, en recherche des années 50 à 70. Il y a eu plus de 1000 publications scientifiques sur le LSD, des conférences scientifiques, des thèses de médecine, de pharmacie, plus de 40 000 patients traités avec du LSD sur cette période. Alors en parallèle de ça, le LSD a commencé à être utilisé pour des usages récréatifs dans la population américaine, notamment dans la contre-culture américaine. Tout ça a entraîné une petite panique qui a conduit à une interdiction du LSD, des psychédéliques, sur tout l'Occident à partir du milieu des années 60. Et puis une perte de popularité progressive des psychédéliques à partir de là, qu'on continue à être utilisés dans certains espaces festifs, mais qui globalement ont disparu du grand public. Depuis une vingtaine d'années, les recherches ont repris sur le LSD, dans un mouvement qui est souvent référencé comme une renaissance psychédélique. Voilà, ça c'est l'histoire du coup du Bicycle Day de Albert Hofmann. Cette journée, on l'organise au nom de la Société psychédélique française, qui est une association de médiation culturelle et scientifique qui a pour objectif de regrouper des étudiants, des chercheurs, des cliniciens autour du thème du psychédélisme. Et puis aussi des communautés d'usagers qui viennent partager des expériences, des informations dans un esprit de réduction des risques. Plus spécifiquement, ici à Grenoble, dans notre antenne locale, on est un certain nombre à être investis dans l'événementiel festif, autour d'associations qui organisent des soirées techno, des festivals psy-trans.
notamment avec l'association ADRA, qui est basée à Grenoble et qui organise le plus gros rassemblement en France tous les ans autour de la transpsychédélique, qui regroupe tous les ans 10 000 participants, 10 000 festivaliers, et 1000 bénévoles pour 3 jours de son non-stop. Et tant qu'être dans les présentations, moi je m'appelle François Tadel, je suis ingénieur de recherche en neuroimagerie, où j'étais. Ça fait 2 ans que j'ai pris pas mal de distance avec le monde de la recherche en neurosciences, et pour me rapprocher un peu de thématiques plus cliniques. Et je m'intéresse maintenant principalement à l'hypnose et aux psychédéliques. Alors, quand on parle de psychédéliques, on parle très majoritairement de produits classés stupéfiants, donc interdits par la loi. En les présenter sous un jour favorable, ça s'appelle de l'incitation, de la provocation à la consommation de stupéfiants. C'est puni de 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Donc, quand on parle de psychédéliques, il faut faire attention au cadre dans lequel on s'exprime. Le nôtre, c'est principalement celui de la loi santé de 2016, qui encadre les pratiques de prévention, dites de réduction des risques et des dommages, qu'on abrège souvent en RDR ou RDRD, qui nous autorise à diffuser de l'information et du matériel de consommation de drogue à moindre risque. C'est notamment tous les petits dépliants et manuels que vous avez peut-être vus sur la table à l'entrée. Ça, c'est un des petits manuels qu'on distribue. Le manuel de réduction des risques édité par la Société psychédélique française. Vous pouvez y jeter un petit coup d'œil sur la table à l'entrée dans la journée. Donc si je dézoome un petit peu pour faire une définition de ce que c'est que les psychédéliques, en repartant sur le cadre plus général des psychotropes, des substances psychoactives qui ont un effet sur l'esprit. On peut les classer de différentes manières. On peut classer ces substances psychoactives en fonction de leur mode d'action pharmacologique, ou bien en fonction de leur effet sur le corps ou sur l'esprit, ou bien en fonction de leur statut légal. Dans une logique de réduction des risques, on est souvent plus intéressé à classer les produits par effet. Et on se retrouve souvent à définir 3 groupes: les stimulants, les dépresseurs, les perturbateurs. Dans les stimulants, on va retrouver tout ce qui dope, qui donne de l'énergie, qui rend souvent très euphorique. Là-dedans, on retrouve la cocaïne, le crack, l'amphétamine, qu'on appelle souvent speed en milieu festif, la MDMA, qu'on retrouve dans des petits cachets colorés sous le nom d'ecstasy ou Taz, et puis des choses un petit peu plus standards, comme le thé, le café, le tabac. Dans les dépresseurs, on va mettre tout ce qui détend, qui relâche les muscles, qui diminue l'anxiété. En premier lieu, l'alcool, qui est de loin la drogue la plus consommée dans notre pays, suivi de près par les anxiolytiques, les benzodiazépines, et les somnifères. On peut aussi mettre là-dedans les opiacés, tous les dérivés du pavot qu'on utilise comme antidouleur. Et puis dans la 3e catégorie, perturbateurs, on va pouvoir mettre, c'est un peu plus fourre-tout, on peut mettre tout ce qui a des effets sur les perceptions, qui modifie les perceptions, mais sans qu'on puisse les classer clairement comme des stimulants ou des dépresseurs. C'est là-dedans qu'on va retrouver les fameux psychédéliques. Alors après, quand on parle de psychédéliques classiques, là, on bascule sur une classification par mode d'action pharmacologique. C'est toutes des molécules qui vont cibler un récepteur particulier à la sérotonine dans le système nerveux. Là-dedans, on va retrouver la psilocybine, qui est le principe actif des champignons magiques, qui poussent partout sur la planète, y compris en abondance à l'automne dans nos alpages. Le LSD, dont on a déjà parlé, qui était aussi synthétisé à partir de substances extraites d'un champignon. La DMT, qui est produite par un certain nombre de plantes et d'animaux, qu'on retrouve dans l'ayahuasca, qui est un breuvage rituel amazonien. Et puis la mescaline, qui est produite par des cactus en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et dont parle Aldous Huxley dans Les Portes de la Perception, par exemple, qui est un petit peu moins populaire en ce moment. Donc ces psychédéliques classiques, ces 4 molécules-là ont des effets un petit peu différents, mais globalement, beaucoup de points communs. Il va y avoir un certain nombre d'effets, des effets sensoriels,
avec une modification, une amplification de tous les sens, la vue, l'ouïe, les sensations du corps, avec souvent des notions de synesthésie, de mélange entre les sens, par exemple, on peut avoir une succession de notes qui entraînent une perception de traînée de formes et de couleurs. Des effets sur les émotions, avec une amplification forte des émotions qui sont vécues, des modifications de l'humeur et des effets cognitifs, donc des modifications de la pensée et de l'attention. Là-dedans, on va retrouver les sentiments de l'impression d'être perdu dans le temps, la déstructuration du temps, une altération de la perception du temps, une sensation de plonger dans un monde intérieur, une augmentation de la flexibilité psychologique avec une capacité accrue de mise à distance de certaines pensées, de certaines croyances. Une fascination pour les choses du quotidien, avec une capacité à rester pendant des heures devant des choses qu'on voit tous les jours, comme si on les voyait pour la première fois. Et puis souvent des sentiments d'unité, d'harmonie, de faire partie d'un grand tout. Et puis tout ça s'enchaîne dans un grand voyage mental, corporel, qui dure d'une durée qui varie en fonction de la molécule et des dosages, qui peut aller de 10 minutes pour la DMT jusqu'à plus de 10 heures pour la mescaline. Il y a d'autres molécules parfois qu'on associe aux psychédéliques qui ont des effets, des modes d'action différents. Donc là, si on rebascule sur un classement par effet, une catégorisation par effet des substances psychoactives, et qu'on considère les psychédéliques plutôt par du côté des effets, on peut classer là-dedans la MDMA, qui est un stimulant, mais qu'on qualifie souvent d'entactogène ou d'empathogène, qui stimule l'empathie, le contact social, et la kétamine, qui est un médicament qui est très utilisé à l'hôpital et en soins d'urgence comme anesthésique et comme analgésique, et pour lequel il y a depuis 2020 une autorisation de mise sur le marché pour des usages dans la prise en charge des dépressions résistantes et des crises suicidaires. Alors, il y a des effets indésirables à toutes ces molécules. Elles peuvent entraîner des nausées, du stress, des attaques de panique, de l'angoisse, de la peur, une désorganisation cognitive qui peut aller jusqu'à une dépersonnalisation, de la déréalisation, avec des effets qui peuvent parfois durer dans le temps, bien au-delà des effets chimiques de la molécule dans le corps. Donc, il y a des risques. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec. Ce qu'on observe, c'est que les notions de dangerosité, par contre, autour des psychédéliques, sont souvent surévaluées dans la population, dans le grand public. Globalement, pour les psychédéliques classiques, on considère qu'il n'y a pas de notion d'addiction, qu'il n'y a pas non plus de notion de dose toxique, il n'y a pas de notion d'overdose avec les psychédéliques. Avec la MDMA, la kétamine, c'est un petit peu différent. On a des risques de surdose qui sont légers et des risques d'addiction qui sont réels, par contre. Alors, risque d'addiction réel, mais à relativiser par rapport aux autres molécules qu'on a l'habitude de consommer dans la société. Globalement, psychédéliques, MDMA, kétamine se retrouvent toutes dans les classements de dangerosité des drogues, plutôt dans le bas des classements, ou au moins dans la deuxième moitié. À peu près tout le monde est d'accord pour considérer que l'alcool, les anxiolytiques, les benzodiazépines et le tabac sont à la fois plus addictifs et plus dangereux. Donc ce qui fait la dangerosité, c'est pas les produits, c'est les usages. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans ces notions d'effets indésirables des psychédéliques, ce qui est principalement en jeu, c'est les contextes de consommation. Ce qu'on remarque, c'est que en respectant certaines bonnes pratiques de consommation, on réduit énormément ces risques. Dans ces bonnes pratiques, on va avoir la notion de connaître les contre-indications d'usage des molécules, faire attention à tester les produits, bien connaître les notions de dosage et de fréquence,
et puis surtout faire attention au cadre d'administration. Pour parler de ce cadre, on se retrouve souvent à utiliser l'expression set and setting. Le set, c'est le mindset, l'état d'esprit. S'ancrer dans son corps avant de se lancer dans le voyage. Bien prendre le temps de définir où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que je cherche à aller, pourquoi je suis en train de faire ça. Le setting, c'est tout l'environnement technique qu'il y a autour de la consommation. Ça va inclure le lieu, la musique, la lumière, l'environnement social, le contact physique, l'alimentation, est-ce que je vais manger avant, pendant, après. Et ce qu'on observe, c'est que les effets des molécules et la qualité du voyage qu'elles induisent sont en fait très connectés à la construction de l'expérience qu'on en fait avant, avec la préparation, pendant la durée d'action des molécules dans le corps, et après. On encourage les gens à prendre un temps pour réfléchir, pour prendre le temps d'intégrer ce qui s'est passé, les expériences qui sont survenues, donc du coup dans une phase qu'on appelle intégration, de prendre le temps d'intégrer ça dans son récit de vie. Alors on observe différents types d'usages pour ces psychédéliques dans la société. Il y a des usages qui sont très festifs, en soirée, en festival, où l'objectif est principalement de s'amuser, de se faire du bien. L'usage du psychonaute, le voyageur de l'esprit, les explorateurs de la conscience, des limites, des capacités, des perceptions humaines. Il y a des usages en développement personnel, apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre, vivre avec moins de stress, plus de sérénité. Des usages en développement spirituel. Donc là, on va plus chercher à questionner des questions plus profondes sur le sens de la vie, le sens de l'existence, des questionnements métaphysiques. Et puis, des usages thérapeutiques. Dans ce sens de thérapeutique, on considère qu'il y a là une personne malade avec des symptômes précis et qu'on essaye de fournir des solutions pour ces symptômes. Alors, depuis une vingtaine d'années, surtout depuis 2015, il y a eu une explosion de la publication scientifique autour des usages thérapeutiques des psychédéliques. Il y a beaucoup d'essais cliniques en ce moment qui sont en cours un peu partout dans le monde sur à peu près toutes les pathologies psychiatriques, avec beaucoup de résultats encourageants. Il y a globalement deux types d'approches dans les approches thérapeutiques. Il y en a une approche qui est très pharmacologique, très biochimique, qui vise à considérer que c'est la molécule qui soigne. Là, le set and setting n'est là que pour diminuer les effets indésirables d'un médicament. On ne parle pas de voyage psychédélique, on parle de symptômes dissociatifs et on essaye de les réduire, de les diminuer. Une autre branche dans ces usages thérapeutiques, c'est les psychothérapies assistées par psychédéliques ou psychothérapie augmentée, où là, l'objectif, c'est de construire une psychothérapie avec un patient, avec un client, sur un certain nombre de séances, et on va utiliser la consommation de psychédéliques uniquement pour faciliter une étape de la psychothérapie. Dans ce cadre-là, les notions de set and setting, de voyage et d'intégration sont primordiales. C'est même là que se situe tout le travail. Alors ça correspond à deux pôles extrêmes. Il y a plein d'approches intermédiaires entre les deux. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur les substances, leurs usages thérapeutiques ou récréatifs, l'histoire des produits, vous pouvez commencer par lire le livre de Michael Pollan, Voyage aux confins de l'esprit, publié en 2019 en France, qui sert de référence à pas mal de monde dans ce domaine depuis ce temps-là. Plus proche de nous, dans le temps et dans l'espace, Dominique Nora, Voyage en médecine psychédélique, ça s'est publié début 2025. Ça dresse un très bon panorama de ce qui se passe en ce moment en France. Et puis dans les références, je peux vous rajouter une série documentaire de France Culture qui a été diffusée pour la première fois en 2019 en 4 épisodes qui s'appelle Exploration psychédélique. Voilà. Toutes ces... Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que
dans ces différents types d'usages, à part les usages strictement pharmacologiques, tous les autres recherchent une expérience. Prendre de la distance par rapport à l'ordinaire, faire un pas de côté dans sa vie, enrichir sa palette d'émotions et de sensations. Et ça, c'est aussi des objectifs qui sont recherchés dans tout un tas d'autres pratiques qui n'utilisent pas de substance, notamment toutes celles dont on va parler dans le reste de la journée. La méditation, l'hypnose, la respiration holotropique, la danse. Et puis on peut en rajouter plein d'autres de pratiques, des pratiques de mouvement, des pratiques de respiration, de massage, de posture. On peut penser au yoga, au qigong, à la transcognitive auto-induite de Corinne Sombrin, à l'EMDR. Il y en a beaucoup, en fait, des pratiques qui visent à induire des états de conscience différents pour faire du bien. Et là qu'on parle de bien-être, de prévention ou bien de soins cliniques. Toutes ces pratiques, on pourrait aussi les inclure dans le cadre un petit peu plus large des pratiques psychocorporelles. Parce qu'elles visent toutes d'une certaine manière à essayer de reconstruire une forme de connexion entre ce qui se passe dans le corps, les émotions, les sensations, et puis ce qui se passe dans la tête. Les pensées, les attentes, les interprétations, les croyances, les ruminations, avec des objectifs, avec des bénéfices sur le stress, la régulation émotionnelle, la qualité du sommeil, les pathologies psychosomatiques. Voilà. Si vous voulez en apprendre plus sur les pratiques psychocorporelles, je vous recommande ce guide des pratiques psychocorporelles, écrit par Isabelle Célestin-Lopiteau et Pascal Vanquet-Thibault. Ça, c'est la 2e édition de ce manuel, publié en 2018. Ça donne un très bon panorama des indications, contre-indications, bénéfices et risques de différentes pratiques pour tout un tas de pathologies. Et puis voilà, une fois qu'on a pris conscience de ces parallèles entre les psychédéliques et les pratiques psychocorporelles, on peut aussi réfléchir à construire des synergies entre les deux. On peut par exemple réfléchir à utiliser des pratiques qui viennent de l'hypnose ou de la mindfulness pour aller cadrer, enrichir, guider des expériences psychédéliques avec substance. On peut aussi réfléchir à utiliser les psychédéliques comme une amorce, comme une manière de faire un premier pas dans un nouvel espace de relation au monde, une nouvelle manière d'entrer en relation avec le monde et à soi-même. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'apprendre à retrouver ce chemin vers ces états avec des pratiques qui demandent un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'entraînement, mais moins de béquilles chimiques. Une fois qu'on connaît le chemin, une fois qu'on connaît la destination, c'est beaucoup plus facile de la retrouver. Voilà. Alors en 2025, dans quoi on peut s'engager si on est intéressé par tout ça ? Eh bien, travailler à autoriser l'usage médical des psychédéliques. Ça, c'est ce que fait Psychedelicaire. C'est une initiative citoyenne européenne qui vise à développer, à proposer des thérapies psychédéliques innovantes. Ils doivent recueillir 1 million de signatures sur toute l'Europe d'ici janvier 2026 pour que ça soit pris en compte par la Commission européenne. La SPF est partenaire de cet appel. On vous encourage vivement à le signer, à le relayer. Vous allez trouver des petits flyers comme ça à l'entrée, à différents endroits. Deuxième chose, travailler à structurer des alternatives qui utilisent des substances légales. À l'hôpital, en ce moment, on peut faire de la thérapie psychédélique avec de la kétamine. On peut aussi, bien sûr, réfléchir à développer des trans sans substance. Donc là, je pense que respiration holotropique, transcognitive auto-induite et hypnose sont de très bonnes candidates. Todd aussi, en fin d'après-midi, nous parlera un petit peu de ça. Et puis un dernier point qui nous tient très à cœur ici, c'est investir l'espace festif en tant que dispositif de soins collectifs. Et ça, possiblement, Todd nous refera un petit point là-dessus en fin de journée. Et puis surtout, je serai très heureux de discuter avec vous de ça aujourd'hui.
Donc bonjour à tous, à toutes, vous m'entendez? Même au fond, j'ai pas une voix qui porte beaucoup, donc merci. En écoutant François, en fait, je me suis dit, il y a une info qu'il faut que je donne. Donc en préparant cette journée, ce que j'avais à vous dire, j'ai lu pas mal de choses, et une des choses qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, si on regarde les chiffres dans la population, bon, c'est des chiffres qui viennent des États-Unis, mais je pense que ça vaut pour les populations européennes. On est à peu près 17% à consommer des psychédéliques et l'équivalent à faire de la méditation. Voilà. Ça donne une idée un peu. Bon, voilà, 30% de la population qui pratique ces deux techniques-là. Moi, je fais partie de la deuxième. Je ne connais pas les molécules psychédéliques. C'est pas quelque chose qui a croisé mon chemin, tout simplement. Et par contre, oui, la méditation, c'est quelque chose qui m'occupe souvent. Et je peux parler à la première personne sur ce terrain-là. Mais ce que j'ai à vous dire pour maintenant, c'est plutôt qu'est-ce que c'est que la conscience et qu'est-ce que c'est que les états de conscience modifiés. Voilà. On va chercher plutôt à définir ces termes-là ensemble. Et je finirai par éventuellement les bienfaits qu'on peut en tirer, pour faire des grandes catégories. François en a parlé un peu, mais je reviendrai sur des points qui me paraissent essentiels. Donc la conscience, déjà, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Et là, je pense qu'il faut commencer par essayer de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Ça va être le point d'ancrage de toute la suite de mon discours. Donc le cerveau, en fait, c'est une machine à créer des représentations du monde. Si je vous demande, est-ce que vous avez une vision objective du monde qui vous entoure? Peut-être que la majorité d'entre vous va me dire oui. Et en fait, je vais vous dire non. Parce qu'en fait, si moi je vois là des végétaux, ici des lustres, une chaise, etc., c'est parce que j'ai grandi et j'ai appris que tout ça, ça pouvait potentiellement être ça. C'est comme si en fait on faisait des hypothèses systématiques pour reconstruire le monde qui nous entoure, qu'on perçoit avec nos sens. Ça, c'est la base qu'il faut bien comprendre au démarrage. Et de la même façon, si par exemple il y a une corde au sol ici, je ne vais même pas la voir. Oui, je la vois. Mes yeux vont la voir. Par contre, mon cerveau ne va pas l'enregistrer. Je n'ai pas besoin d'une corde en ce moment. J'ai besoin d'être concentré et de vous délivrer un discours. Par contre, si je suis en train de faire des travaux chez moi et que j'ai besoin d'une corde, je vais peut-être m'y intéresser. Et là, je vais penser à sa taille, sa couleur, etc. Je vais me dire, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Peu importe. Ça va, ça? Si je suis sur un chemin qui a exactement la même corde au milieu du chemin, et que dans mon histoire personnelle, il y a un imbécile qui m'a mis un serpent autour du cou, et que ça m'a créé une frayeur incroyable, et cette corde au milieu du chemin, ça va être un serpent dans mon esprit. Et effectivement, je vais ou rentrer en crise de panique ou sauter sur le côté, parce que du moment où mon regard va croiser cette chose sur le chemin, ça va déclencher en moi un mouvement de recul. Ça va? Donc effectivement, notre façon d'analyser le monde, c'est une construction. Et cette construction, elle s'opère en permanence. Qu'est-ce qui nous guide dans cette construction? Ce sont nos sens, tous nos sens, bien sûr. Et par là même, il se passe beaucoup de choses dans le domaine complètement inconscient. Donc, ces différentes représentations mentales qui s'opèrent en permanence dans mon esprit ne vont pas forcément venir à ce niveau supérieur qu'est la conscience. C'est parce que j'ai besoin d'une corde que je vais voir cette corde. C'est parce que dans le passé, il y a un serpent qui m'a été mis autour du cou, que ça m'a fait une frayeur incroyable, que je vais paniquer sur ce chemin. Ça va? Voilà, c'est ça la conscience. C'est un niveau supérieur qui fait que parmi toutes les informations qui tournent en permanence, toutes ces opérations mentales qui sont en moi, il va y avoir un accès. Il va y avoir un accès et donc je vais prendre conscience de quelque chose. Maintenant, de quoi on parle quand on parle d'état modifié? On parle de quelque chose qui dévie par rapport à un état de base qui va être ce que je vais appeler un état de veille, qui est l'état dans lequel on est, vous et moi, maintenant. Vous êtes attentif à ce que je dis, je suis attentive à votre réaction quand je parle, et ça, c'est un état de veille.
Je suis capable, à la fin de la journée, d'expliquer, il s'est passé ci, j'ai pensé ça, il y a eu tel événement, j'ai ressenti ça, etc. Cet état de veille va être modifiable et on fait tous, effectivement, l'expérience du sommeil, par exemple, des rêves. Et vous allez me dire, est-ce que je suis dans un état conscient ou pas quand je dors ou quand je rêve? Voilà, peut-être certains d'entre vous vont me dire non, je suis absolument complètement inconscient quand je dors. D'autres qui vont me dire j'ai quand même un peu conscience des choses quand je rêve. Donc là, suivant les définitions, on va parler d'état conscient ou pas. Et ma classification préférée, c'est celle qui vient des yogis, qui disent en fait il y a 4 états de conscience. Il y a l'état de veille, donc cet état ordinaire. Il y a l'état de sommeil, pour eux c'est un état conscient. Il y a l'état des rêves. Et puis, il y a un 4e état, que je ne vais pas traduire en français parce qu'on n'a pas le mot, qui s'appelle Turiya. Et cet état-là, c'est en fait un mélange entre la veille, le sommeil et les rêves. Ce 4e état, on va ou pas en faire l'expérience dans sa vie. Et quand les gens en font l'expérience, ils sont très surpris, parce que ça ne correspond plus à rien de ce qu'ils enregistrent ou dont ils ont conscience dans leur parcours. Comment cet état survient? Est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle d'état de conscience modifié ou d'état de conscience non ordinaire? Je pense que oui, bien sûr, sinon je serais pas là pour vous en parler. Et comment tout ça est classifié par les scientifiques? C'est quoi les états de conscience modifiés ou non ordinaires? Déjà, on voit bien que si on parle d'état de conscience modifié, on parle d'une modification qui est induite. Donc parmi les classifications, au global, j'en ai compté plus de 22. Donc ça vous donne une idée de la littérature scientifique, ça vous donne une idée aussi voilà, de ce que les gens essayent de classifier quand on parle de ces états modifiés. Donc modifiés par quoi? Il y a un inducteur, il y a quelque chose. Et puis non ordinaire, peut-être que les gens n'arrivent pas à reporter un événement ou une drogue ou un processus, une technique qui les envoie dans cet état différent de l'état de veille. Comment ces différentes classifications sont organisées? En fait, elles vont dépendre de qui fait l'étude. Donc, si je suis psychologue, si je suis médecin, si j'étudie la spiritualité ou si j'étudie, que sais-je, on ne va pas classifier exactement les choses de la même façon. On va parler effectivement d'une gamme de modifications de cet état de veille qui est semblable, mais les mots pour en parler ou les échelles qui vont être choisies vont être différentes. Et donc, ça va parler de quoi? Si. Ça va parler de qualité. Qu'est-ce que les gens peuvent rapporter de ces modifications? Ça va parler éventuellement de substances. Quelles sont les substances et qu'est-ce que ça va changer en termes d'intensité, par exemple? Ou encore de quantification. Quelles sont les modifications qu'on peut observer, par exemple, dans le cerveau quand on va modifier ceci ou cela? Je réfléchis à ce qui me manque dans mon discours. Voilà, ça donne déjà une bonne idée. Quels sont les bienfaits? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce qu'on peut reporter? Et puis, du coup, comment ça va se décliner sur la santé des personnes? Donc, les modifications peuvent être classées en 3 grandes catégories. Et donc, là, François a déjà abordé 2-3 aspects. La relation au monde. La relation à, effectivement, soi-même et l'objet. Les limites de ce que je ressens ou pas. Les limites de ma perception de ce qui m'entoure, ce sentiment océanique dont on parlait. Le deuxième point, la relation à soi. Qu'est-ce que c'est que soi? Comment je définis qui je suis et les expériences que je peux rapporter. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, qui est également très important, c'est la relation à la douleur et à la souffrance. La relation à la douleur, c'est une chose. Ce que je ressens est réel et est bien là. Par contre, ce que j'en fais et comment je le vis, ça va se modifier, ça va se transformer énormément. Voilà. Donc à partir du moment où effectivement ces 3 catégories sont en jeu, quel est l'impact sur la vie des gens? C'est bien sûr le stress, la dépression,
la façon dont on peut voir vivre les événements, le lien à ses émotions, comment j'accueille les émotions en moi, qu'est-ce que j'en fais, l'intensité de ces émotions, comment je vais pouvoir les moduler ou pas. Voilà, c'est pour une vision très globale des choses. Je pense que je vais m'arrêter là, François. Merci beaucoup. Jeannot, on peut récupérer. C'est bon. Un deuxième micro. Et voilà, en fait, on va maintenant vous écouter pour lancer une discussion. Si vous avez des questions à me poser à moi, à poser à Anne, est-ce qu'il y a... Alors, en attendant que ça circule, il y a une petite référence que j'ai oubliée à la fin. Boom Boom, politique du dance floor, d'Arnaud Hidelon, publié début 2025. Fantastique. Oui, j'avais une question sur la différence entre un état de conscience modifié et un état de conscience élargi, au sens où on ne perd pas conscience quand on fait ces expériences. Oui, modifié, ça veut juste dire qu'il y a des variations par rapport à l'état de veille. D'accord ? Donc élargi, ça va être cette idée de limite, en fait. Où sont les limites et comment elles s'effacent quand on est dans ce voyage intérieur. Donc c'est une des modifications qu'on va pouvoir reporter dans les états de conscience non ordinaires. Tout à fait. Après, ça fait aussi référence à différentes pratiques, différents champs. État de conscience élargi, c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre en hypnose, ou qu'on va entendre, ça va être la terminologie de François Roustan en hypnose, par exemple. Voilà. État de conscience modifié, on est sur des choses qui sont plus techniques, peut-être. C'est ça. Si on est dans le vocable méditatif, ça doit être plus la non-dualité, la dissolution des frontières. Si on est dans un langage psychédélique, ça va être plutôt le sentiment océanique, j'imagine. J'imagine que ces choses sont comparables. Mais après, il faudrait qu'il y ait une personne qui puisse témoigner de toutes ces expériences pour pouvoir les comparer à la première personne. C'est compliqué, ça. J'avais une question. Je me demandais si vous pouviez dire un mot sur la réalité. Je suis là. Sur la réalité, les signes physiologiques ou en imagerie cérébrale associés aux états de conscience modifiés. Si vous pouviez commenter un peu sur l'état de l'art scientifique là-dessus. Bien sûr, oui. Donc la catégorie dont je peux témoigner, c'est vraiment la catégorie méditative, parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus lu. Et toi, tu pourras peut-être commenter sur ce que tu as lu sur les molécules psychédéliques. C'est vraiment déjà à l'instant T, quand une personne médite, que ce soit un novice ou un grand pratiquant, on va pouvoir observer dans le cerveau des modifications de l'activation des différents réseaux neuronaux. Ça, c'est une première observation. L'autre observation, c'est qu'effectivement, avec le temps de pratique, avec les heures de vol, je vais appeler ça comme ça, il y a des changements structuraux, en fait, qui s'opèrent dans les réseaux neuronaux. Donc, suivant les techniques méditatives que les gens emploient, ça va être plutôt tels paramètres qui vont être modifiés ou tel autre. Mais au global, il y a certains réseaux corps, vraiment, qui, eux, sont modifiés, quelles que soient les techniques. Moi, si je me lance là-dedans, ça va être pour plutôt dire que, en fait, je trouve pas ça très pertinent d'étudier ça du point de vue de la neuroimagerie, des neurosciences, qui nous apportent en fait très peu d'informations. Il y a, à partir du moment où notre expérience change, forcément, nos neurones qui supportent, qui font fonctionner cette machine à vivre, à sentir, forcément leur activité va être différente. C'est trivial. C'est une évidence pour toi, mais pas pour tout le monde. En fait, le fait que si notre expérience à la première personne change, forcément, l'activité des neurones change. Donc, les corrélats neuronaux, ce qui est intéressant à voir, c'est si jamais il y a, chez tout le monde, ça change de la même manière.
Alors forcément, chez une personne, si jamais le ressenti il change, en fait, les corrélats neuronaux vont changer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est pareil pour tout le monde. Alors, il y a énormément d'études pour tester ce genre de trucs qui ont été faites, que ce soit sur les psychédéliques, la méditation, la transe, l'hypnose. Souvent, c'est des études qui sont très mal conçues. En fait, pas forcément très mal conçues, il y en a qui sont bien conçues, mais elles sont publiées sur 10 sujets, 20 sujets, qui sont tous des étudiants blancs dans un sous-sol d'une université américaine. Donc on est sur des choses qui ne sont pas du tout reproductibles, avec des outils d'analyse qui sont globalement très peu reproductibles. De mon point de vue, il y a énormément de mauvaises sciences dans les neurosciences, des études, dans la neuroimagerie sur les études des états de conscience modifiés. Il faut regarder ça avec beaucoup de distance. À mon sens, l'intérêt, il est plutôt dans la compréhension à la première personne de tout ce qui se passe. Et dans les usages cliniques, c'est est-ce que ça fait du bien ou pas ? Voilà. Je vais quand même rajouter Pardon, une chose. Donc j'enseigne le yoga, j'enseigne la méditation, et j'ai des collègues, bien sûr, qui le font. Et souvent, ils ont du mal à convaincre leurs élèves que la méditation, c'est vraiment important. Autant dans les pratiques physiques du yoga, ils n'ont pas trop de mal à attirer les gens parce que y a du mouvement, on sent rapidement le bien-être, etc. Sur les techniques méditatives, c'est plus compliqué. Expliquer aux gens qu'il faut s'asseoir tous les matins, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et laisser faire, c'est plus complexe. Et donc, quand même, les informations qu'on réussit à collecter au niveau des neuroimageries, c'est intéressant. Moi, je me rappelle du moment en lisant un papier où, effectivement, ils arrivaient à quantifier des changements au niveau de l'amygdale. Et l'amygdale, c'est une partie du cerveau dont on a besoin pour les réflexes de peur. Quand on a peur, l'amygdale, c'est la région qui va s'allumer et qui va rentrer en jeu. Et donc, quand on compare les populations de gens naïfs et de gens qui ont médité pendant déjà un petit moment, on voit qu'il y a des modifications en fait dans cette structure-là. On voit que ces personnes-là, face à un stimuli qui va déclencher la peur, ils vont être plus zen, quoi. Ça va être plus tranquille. Voilà, donc ça, c'est des choses, même si je suis d'accord avec toi, il y a des limites à l'approche scientifique sur le cerveau, et oui, les gens devraient déjà faire confiance en leur corps et effectivement s'approprier leurs sentiments à la première personne, et ça, c'est très important, hein, ça, je partage vraiment ça. C'est quand même des preuves que ces techniques anciennes, pour la méditation, et millénaires d'ailleurs, sont efficaces. Et ça, parfois, on en a besoin. Je pense que c'est important aussi quand tu as affaire à des patients. Enfin, moi, je vois en pratique digestive, c'est-à-dire que tu peux expliquer que tu as des gens qui ont des symptômes. Hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des colopathies, notamment, ou des maladies inflammatoires. Et tu peux expliquer qu'il y a des anomalies avec les neurosciences, avec l'imagerie. Tu peux expliquer qu'il y a des anomalies dans l'amygdale, le cortex frontal, etc. Et que la thérapie que tu vas pratiquer, que ce soit relaxation, sophro, tai chi, qigong, hypnose, je chante, je cours, je danse, etc. Ce que je dis, c'est que tu as des modifications au niveau cérébral qui t'expliquent que, éventuellement, que tu vas aller mieux, etc. Donc je pense que ça, quand tu as affaire à des patients, c'est important de pouvoir leur expliquer que l'hypnose, c'est pas de la rigolade, etc. ou autre technique. Moi, je le vois comme ça, en tous les cas. Oui, et c'est pas le dernier truc à la mode. Il y a ça aussi. Hein. C'est difficile d'arriver avec une technique que les gens comprennent pas ou ne connaissent pas et d'être convaincant. Et c'est vrai qu'avoir un appui scientifique, c'est quand même un plus. Alors, tout à fait. Mais c'est de l'ordre du récit, en fait. C'est pour construire un récit. Ça nous sert à prouver que quand on médite, il se passe quelque chose en nous. Ça sert à prouver que la sophrologie, ça relâche le corps. Ça sert à prouver que l'hypnose, ça décale le sentiment du rapport au monde. Oui, ok, d'accord, parce qu'on est dans un monde où il faut une validation objective d'une machine qui enregistre et qui valide. J'ai une anecdote super. Voilà, je dis juste là-dessus, c'est que
c'est intéressant, c'est des choses qui sont intéressantes. Moi, ce que je défends comme question, comme souci, c'est plutôt le fait qu'on mette toute notre énergie et tout notre argent de recherche dans développer des outils qui ne servent qu'à valider un récit avec une prétention scientifique. C'est plutôt ça. La science et la neuroimagerie de ces états-là, c'est intéressant. C'est intéressant d'aller explorer. Il faut juste pas y mettre toute notre énergie, ni ne faire confiance que à ça. Voilà. Alors le ouais venait d'un pharmacien. Ouais, j'ai une anecdote parce que ça, enfin pour moi c'est un parallèle très très intéressant. Donc je donne des cours de yoga et donc les montres connectées, vous voyez l'importance que j'y attache. J'en ai pas. Les montres connectées peuvent vous donner une idée de votre fréquence cardiaque. Enfin, il y a plusieurs paramètres comme ça qui sont mesurés. Et donc j'ai une de mes élèves, j'en ai deux en fait, qui ont ces montres au poignet tout le temps. Et un jour, il y en a une qui vient me voir. Regarde, pendant la relaxation finale, ce qui m'est arrivé, il y a ça, ça, ça et ça. Je dis, mais tu le sens pas en fait Allez Laurent, ça fait longtemps Alors, le micro. c'est surtout pas pour alourdir la barque scientifique, mais quand même ce qui se passe, c'est quand même super intéressant. Et Oui. ça disqualifie pas du tout ce que tu disais, auquel j'adhère complètement, hein, qui est que, évidemment, toute l'énergie ne doit pas être mise là-dessus. Mais en écoutant vos très bonnes introductions, hein, vraiment très claires, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un petit dénominateur commun à tout ça, qui serait un petit peu une atténuation des contrastes perceptifs, notamment. Le fait que, ce que tu disais sur la dissolution de l'ego, l'union, etc., l'impression un petit peu que les couleurs, les émotions sont plus fortes. Tous les deux, vous avez parlé de limites, etc. Ça peut aussi reposer sur des mécanismes cérébraux qui sont en fait ce qu'on appelle le surrounding inhibition, le fait que tous nos percepts sont tranchés en termes de contraste de manière à les isoler. Si on réduit ce contraste, et en fait les catécholamines ont ce rôle-là dans le cerveau, de contraster je sens une émotion, elle est contenue, en gros, c'est presque homéostatique en fait, hein, c'est pour pas être débordé, tout ça a des limites. Si je dissous un petit peu ces limites, si j'efface un peu les contours, si je rentre dans du sfumato, eh ben, je pense que ça ressemble un petit peu à ce que vous décrivez, je pense que tous les ça. deux. Oui, je oui. ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, dans les très très grands méditants, en fait, alors on va devenir un peu technique, je m'excuse auparavant pour les gens qui ne s'intéressent pas trop à la technique. Donc on a deux réseaux, le réseau de la salience et le réseau du DMN, qui sont deux réseaux neuronaux qui, chez une personne lambda, vont s'activer de façon alternative. C'est-à-dire qu'on ne les voit jamais travailler ensemble. Et donc, dans les techniques de méditative, on entraîne ces réseaux. On passe du DMN au réseau de salience, etc. On passe beaucoup de temps dans ces boucles-là. Et chez les très, très, très grands méditants, les deux s'allument ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais chez d'autres personnes. Donc, oui. Cette histoire d'effectivement passer d'une activité à l'autre, oui, ça s'efface. C'est ça. On a le temps pour une dernière question. Quelle heure est-il ? Il est -5. Une dernière. Et après, on prendra un petit temps de méditation pour mettre tout ça en pratique. Bonjour, je voulais savoir votre recherche. Vous êtes chercheuse au CNRS. Elle portait sur le cerveau d'abord, ou bien vous avez fait des recherches au CNRS après avoir étudié le yoga, ou ça a été simultané? Ok, je vais essayer de synthétiser le parcours. Donc, chercheuse au CNRS, généticienne. Et moi, je travaille généticienne. J'étudie la génétique. D'accord. Ou plus exactement, c'est mes outils de travail. Et j'étudie des invertébrés. Donc, vous voyez qu'on est loin de la conscience. Par contre, je fais un burn-out à un moment donné sur mon parcours parce que, voilà, il faut performer. C'est un peu l'introduction de François. Hein. C'est un métier difficile quand même, à un certain niveau. Et donc là, je suis face à moi-même. Il faut que je comprenne ce qui m'est arrivé déjà. C'est compliqué, ça va me prendre du temps, etc. Et c'est là où effectivement le yoga et les techniques méditatives ont été un support magnifique. Donc j'ai grandi dans cette voie,
je ne vais pas appeler ça spirituel, mais on pourrait qualifier ça de spirituel, tout en continuant mes recherches en tant que généticienne sur mes petits animaux, etc. Et puis, au fur et à mesure, m'est venue cette question, mais comment ça fonctionne, quoi ? Comment c'est possible que dans telle situation, j'ai pas compris ça, j'ai pas vu ça, voilà. Et ce questionnement, ça s'est transformé au bout d'un moment à Grenoble, en fait, où j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Carmen, dont fait partie la personne qui est ici, où ces gens-là prennent le temps, effectivement, de faire une revue de la littérature sur la conscience. Donc j'ai participé à leurs travaux et ça m'a permis de me focaliser sur la partie méditative de l'étude de la conscience. Voilà. Mais du coup, vous n'avez pas réorienté vos recherches sur le cerveau? Pas encore, mais peut-être. Non, là, je pousse quand même un petit peu. Mais non, vous poussez pas. Ça fait partie des chemins qui s'offrent à moi, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va une dernière question. Il y a une insistance pour poser une dernière question là-bas. Et après, on enchaîne pour pas prendre trop de retard. Merci, c'est pas une insistance, c'était juste une question. J'ai lu un livre intéressant de Marc Mincolla sur la supraconscience et je voulais avoir votre avis sur ce qu'on appelle la supraconscience ou la conscience collective. Aucune idée de mon côté. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est plusieurs, c'est pour ça qu'on se retrouve et qu'on vient échanger. Donc, parmi les différentes techniques de yoga, et il y a plusieurs classifications et différentes origines territoriales aussi. Au Tibet, on a 6 voies de pratique. Et une de ces voies, c'est ce qu'on appelle le yoga des rêves. Donc, quand on pratique ces techniques-là, donc ça, je l'ai fait pendant 2-3 ans. C'est pas ma pratique phare, mais bon, c'est une des pratiques que j'ai entreprises. Ça devient relativement clair, qu'il y a plusieurs catégories de rêves. Et donc, il y a des rêves qui sont vraiment... je cherche un terme français. Qui sont vraiment... on rejoue, en fait, ce qui nous est arrivé dans la journée, par exemple. Donc... ça va être un peu différent, les scènes vont changer ou quoi, mais bon, on voit bien qu'on est en train de tourner autour du pot, il s'est passé un truc, j'ai peut-être pas dit ce que je voulais dire à ce moment-là, ou il s'est passé ça, enfin bref, ça. Et puis, il y a des rêves où il va y avoir des messages. Et ces messages-là, c'est pas quelque chose, du moins que consciemment, je peux répertorier dans mon vécu passé. Et donc, ces choses-là... on se demande d'où ça sort. Et puis, il y a des rêves qui vont être comme une évidence. Ça tombe du ciel. Voilà. Et donc, parmi tout ça, il y a cette notion d'un pool collectif de conscience qui nourrit, en fait, chacun des individus. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire un peu, mais... Oui. C'est ça. Mais... C'est ça. Donc, cette idée qu'effectivement, également, vous entendez peut-être... Ouais, il y a cette idée. Les gens choisissent un prénom pour leur enfant, ils pensent être super originaux et ils disent ah, je vais appeler mon enfant Léa. Personne. Puis la même année, il y a 150 000 personnes qui appellent leur enfant Léa. Quoi. Voilà, ce genre de choses. Parce qu'en fait, dans ce livre de Marc Mincolla, il parle de plusieurs états de conscience. Donc la conscience dont on a parlé tout à l'heure, l'inconscient, le subconscient et cette supraconscience. Et je trouve le principe intéressant de conscience collective qui serait une sorte de conscience supérieure, ou du moins plus élevée. Oui, est-ce que c'est réel, c'est pas réel? Est-ce qu'on en fait l'expérience ou pas? Après, tout ça, c'est des débats, hein, mais oui, très clairement, ça s'impose dans plusieurs voies philosophiques. Merci. Et on va vous proposer maintenant d'aller expérimenter tout ça à la première personne. Donc ça va être très court, on va juste prendre le temps de se poser en fait. Donc je vous propose d'avoir les 2 pieds au sol. Si vous voulez, vous pouvez enlever vos chaussures, dégrafer les ceintures si vous en avez, laisser
Tombez vos lunettes aussi, ça c'est important. Et déposez vos mains sur vos genoux. Et dans un premier temps, on va se contenter de poser son attention sur le bord externe des narines. On peut fermer les yeux. Et donc je m'installe sur le bord externe de mes narines. Et je ressens la colonne d'air qui rentre et qui sort par les narines. La chaleur, l'air frais qui rentre, l'air chaud qui sort. L'humidité. L'air sec qui rentre, l'air humide qui ressort. Et puis je vais suivre cette colonne d'air qui rentre jusqu'au fond des fosses nasales. Et puis je vais suivre cette colonne d'air qui rentre jusqu'à l'intérieur dans mon buste. Et je vais m'installer maintenant en conscience sur un point qui bouge dans mon buste avec l'air qui rentre et l'air qui sort. Et j'observe comment ça bouge d'avant en arrière, sur les côtés, de haut en bas. Je fixe mon attention sur ce point et je regarde comment son mouvement est couplé avec l'air qui rentre et l'air qui sort. Et j'observe le flottement de ce point, son va-et-vient. Comme un bouchon sur l'océan. Comme une vague. Et à partir de ce point, je laisse ce flottement envahir mon buste, expiration après expiration. Je laisse ces vagues gagner la périphérie du point. Envahir tout le ventre, tout le haut du buste. Et puis laisser cette vague entrer à partir des hanches dans les jambes.
jusqu'au bout des orteils. Et puis, laissez cette vague envahir les bras à partir des épaules. Et puis, laissez cette vague envahir la tête à partir du cou jusqu'au sommet du crâne. Tout le corps. Tout le corps qui respire comme une vague. Et puis retrouvez le bout des doigts et le bout des orteils. Et à partir du bout des doigts, à partir du bout des orteils, vous allez pouvoir réinstaller du mouvement. Respirer peut-être un peu plus large et réouvrir les yeux.